Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une première pour moi tout simplement parce que c'est une vidéo conseil pour passer une bonne année de troisième. J'ai décidé de faire cette vidéo simplement parce que moi j'ai passé une année totalement exécrable et je veux éviter ça au plus grand nombre de personnes possible. Alors évidemment, je sais que ce n'est pas une vidéo qui va résoudre tous vos problèmes. Euh, Moi une vidéo comme ça n'aurait absolument rien résolu à mes problèmes de cette année-là. J'ai tout mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Malheureusement il y a des cas où ça foire et ça a été le mien. Bon, tant pis, je relativise, c'est pas très grave. Puisque voilà, c'est un peu à double tranchant quand on passe une très mauvaise année au niveau de ses camarades et tout ça. On passe une plutôt bonne année au niveau de ses résultats scolaires. Ça a été exactement mon cas. Au niveau de mes résultats, j'ai eu de très très bons résultats. Mais par contre, niveau résultats de camaraderie, si je puis dire, ça s'est très mal passé. Bref. Donc du coup je vais essayer de vous donner mes conseils pour passer une bonne année de troisième, même si je sais que l'année de troisième est certainement la pire. Pour moi l'année de troisième c'est clairement l'année de trop au collège. Elle serait bien s'il y avait que 3 mois, voilà, il y a clairement 6 mois de trop en troisième pour que ça se passe bien. Mais bon voilà, on fait avec, on est obligé, donc je vais essayer de vous donner des conseils qui j'espère vous serviront pour passer à la meilleure année possible. Donc j'ai divisé cette vidéo en 4 parties, la première sur les courses, la deuxième sur le brevet, ensuite sur l'histoire des arts et la troisième sur l'ambiance en cours. Donc pour la première partie, mon premier conseil c'est de rester attentif en classe le plus possible puisque c'est bien connu et ça c'est valable pour absolument toutes les classes. Si vous êtes attentif en classe et que vous écoutez le prof, vous avez 50% de la leçon qui est apprise et qui est imprimée dans votre tête. Vous n'avez pas de problème après pour la mémoriser et pour l'apprendre chez vous au moment du contrôle. Mon deuxième conseil c'est de relire vos cours très régulièrement, c'est-à-dire que quand vous écrivez votre cours dans la journée, une fois que vous arrivez chez vous, vous le relisez, mais vous le relisez sans aucune distraction autour, c'est-à-dire que vous n'allez pas relire votre cours avec la télé, l'ordinateur, votre téléphone, votre musique, machin, non. Vous éteignez tout pendant 10 minutes maximum, ça vous prendra vraiment pas beaucoup plus de temps que ça. Vous éteignez tout, vous relisez votre cours et il est imprimé dans votre tête, même si vous ne le connaissez pas par cœur. On s'en rend pas forcément compte, on a l'impression que vous n'avez pas forcément notre cours, mais je vous jure qu'une fois que l'EDS arrive, quand vous révisez, tout vous semble hyper simple à apprendre, à mémoriser, mais c'est simplement parce que vous le savez déjà. Je vous conseille évidemment d'appliquer ces deux petites méthodes dans les matières où vous avez le plus de connaissances à savoir, c'est-à-dire histoire, SVT, physique, ce genre de choses. En fait ça marche pour les matières où vous avez des bilans, en fait c'est un petit peu ça. En français ça marche pour la grammaire, etc. Après tout ce qui est un petit peu argumentation, réflexion, tout ça, là ça marche pas vraiment, mais voilà, pour ce genre de choses ça marche très bien. Également pour les maths, pour les formules. Là par contre c'est du par cœur, mais si vous les apprenez le plus vite possible après le cours, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mon troisième conseil qui là vous servira non seulement pour apprendre vos cours, mais également pour vous entraîner pour le brevet, c'est de toujours, quoi qu'il arrive, rédiger vos réponses aux questions. Là je prends encore l'exemple de l'histoire parce que c'est le plus évident, mais par exemple en troisième on vous donne un peu plus que dans les autres classes, des documents à étudier et vous avez une dizaine de questions auxquelles répondre dans un temps qui est pas très long, mais où il faut quand même pouvoir rédiger vos réponses. En fait, si vous rédigez vos réponses, même si vous n'en avez pas envie, pas le temps, pas la motivation, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous êtes en train d'écrire, ça va directement s'imprimer dans votre cerveau et vous n'aurez pas spécialement besoin de l'apprendre par cœur par la suite pour être vraiment sûr de le connaître. C'est 20% en plus qui est appris, en plus des 50% que vous avez déjà pris si vous êtes attentif en cours. Donc voilà, vous avez 70% du boulot qui est fait en classe et seulement 30% à faire une fois que vous êtes chez vous et que vous révisez pour le contrôle. D'une autre part, ça vous entraîne pour le brevet tout simplement parce que si vous ne rédigez pas vos réponses le jour du brevet, vous avez la moitié des points. Le correcteur s'occupe même pas de savoir si votre réponse est juste, pertinente ou non. Si la réponse est juste, vous avez 50% des points, c'est tout, ça marche comme ça. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, pour le brevet, je vais vous donner quelques conseils, mais là je vous en donne pas beaucoup puisque j'ai l'intention de vous faire une vidéo sur comment bien se préparer au brevet aux alentours de janvier-février. Mon premier conseil pour tout au long de l'année,
pour le brevet, c'est d'acheter des annales de brevet. Donc je vous conseille de ne pas en acheter qu'une seule. Si vous en achetez qu'une seule où il y a exercice plus brevet blanc, c'est nickel. Mais moi j'ai commencé par acheter des annales de brevet où il y avait vraiment que des brevets blancs. Et voilà, je me tapais tous les brevets blancs à la suite et finalement c'est pas si bien que ça parce qu'en fait vous avez l'exercice et le corrigé qui est donné comme ça de but en blanc sans aucune explication et c'est impossible à comprendre. Donc du coup ce qu'on a fait avec ma maman, c'est qu'on a acheté ensuite des annales de brevet où il y avait brevet blanc plus exercice. Il y avait 40 séquences d'exercices sur des points bien précis dans chaque matière. Ce que j'ai fait, c'est que en particulier en maths, j'ai d'ailleurs fait quasiment que les maths comme exercice, j'ai fait les 40 séquences d'exercices et une fois que je les avais faites, vous pouvez faire vos brevets blancs sans vous poser de questions, simplement parce que dans les exercices il y a des explications plus un petit cours au début qui est vraiment très bien fait. Je vous mettrai en barre d'infos les deux annales que j'ai achetées qui mises ensemble créent vraiment un entraînement top niveau. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Si vous prenez ces deux annales là ou des annales équivalentes, ça devrait aller comme sur des roulettes pour votre brevet. Et mon deuxième conseil pour le brevet tout au long de l'année, c'est de vous faire des fiches. Donc moi j'ai commencé à me faire des fiches dès premier cours en fait. Vous vous faites des fiches sur les notions évidentes en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la fin de tous mes livres, donc histoire, français, maths, et j'ai recopié les notions qui sont à la fin. Donc pas le cours évidemment, mais en histoire par exemple j'ai pris la géographie, par exemple les 10 villes les plus peuplées au monde, et trucs comme ça. Donc j'ai fait tout ça sur des petites fiches Bristol. Celle-ci je vous les montre, elles sont vierges, c'est toutes celles qui me restent. Mais j'en ai écrit plus que ça tout au long de l'année. C'est sur des petites fiches comme ça, vous voyez pas bien, mais c'est des petites fiches à carreaux. Donc j'en avais toute cette épaisseur là, j'en ai fait le double disons tout au long de l'année. Et je les avais rangées dans un petit classeur comme ça. Je les ai toutes enlevées pour les ranger dans un carton. Mais voilà, je les avais dans un petit classeur comme ça. Et de temps en temps je les relisais, ce qui fait que j'avais pas de problème en fait. Arrivé au brevet, j'avais pas besoin de tout réapprendre d'un coup. Les quelques mois avant le brevet, je révisais juste les cours les plus importants et toutes les notions de base, je les savais. Ensuite on passe à la troisième partie de la vidéo, c'est la partie sur l'histoire des arts. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo plus conséquente là-dessus fin septembre, début octobre. Mais j'ai deux conseils à vous donner. Le premier en fait, c'est en fonction du nombre d'œuvres que vous avez évidemment. Moi dans mon collège on en avait 5, je sais qu'il y a des collèges où ils n'en ont qu'une seule. Je suis désolée pour ceux qui n'en ont qu'une seule, mais je trouve ça terriblement inutile d'en prendre qu'une seule, puisque le brevet c'est selon moi plus un entraînement pour le bac et tout ça qu'autre chose, et l'histoire des arts c'est un entraînement pour nos oraux de bac. Et du coup je trouvais ça dommage de n'avoir qu'une seule œuvre à préparer puisque vous savez exactement sur quoi vous tombez. Moi j'en avais 5, il fallait que je prépare les 5 et que je les sache tous sur le bout des doigts puisque je ne savais absolument pas sur quoi j'allais tomber. Enfin bref. Vous réalisez le plus tôt possible dans l'année une première œuvre pour votre oral d'histoire des arts et vous le montrez à vos parents, à vos professeurs, et s'ils vous disent que tout est ok, vous partez sur le même plan pour les 4 autres œuvres si vous en avez 5. Et voilà, si vous suivez le même plan que celui qu'on vous a validé en début d'année, tout le reste ça va tout seul. Voilà, vous enchaînez tout, vous prenez votre œuvre, artiste, date, premier lieu d'exposition, dernier lieu d'exposition, intention de l'artiste, description de l'œuvre, message, machin, tout ça. Vous faites tout d'une traite et ça va nickel. En plus c'est très simple plus tard à mémoriser, puisque quand vous arrivez devant votre jury d'examen, vous avez le plan en tête et vous essayez juste de vous rappeler à quoi ça correspond pour l'œuvre qu'on vous a donnée. Mon deuxième conseil pour l'histoire des arts, c'est de commencer le plus tôt possible dans l'année. Ça vient rejoindre le premier conseil que je vous ai donné, puisque si vous commencez tôt, toutes les autres œuvres vous les enchaînez rapidement. Si vous commencez tôt à préparer votre histoire des arts, toutes les autres œuvres vous allez les enchaîner très rapidement et du coup à partir d'un certain moment vous n'aurez plus qu'à les réviser. Ensuite la quatrième partie, dernière partie et pas des moindres de cette vidéo, c'est la partie sur l'ambiance entre camarades dans votre classe, etc. J'ai 3 conseils à vous donner pour passer une année dans une ambiance sereine. Donc comme je vous l'ai dit, l'année 3e c'est la plus difficile pour tout le monde il me semble. Simplement parce qu'on en a tous un petit peu marre du collège, c'est une ambiance qui devient pesante et du coup
on réagit pas tous de la même manière. Certains vont vivre une année qui va être plutôt cool parce qu'ils vont se dire justement c'est la dernière, on en profite. Pas trop quand même parce qu'il y a quand même le brevet à la fin, mais bref. Et il y en a d'autres qui vont vouloir faire le plus d'histoires possible, tu sais pas pourquoi. Vous tombez dans une classe où il y a des histoires de gamines de 4 ans et demi, ne vous en occupez pas, je vous en supplie, ne vous en occupez pas, ça va vous pourrir votre année. Vous allez sans arrêt être en train de penser à machin qui a des bidules, qui a traité celle-ci de machin, de... Oh là là, j'ai connu ça et cette année j'ai pas fait d'histoire, c'était nickel. Quand on vous demande votre avis sur un truc, c'est une histoire entre deux filles, deux clans de filles, etc. Enfin, voilà, vous dites rien, vous taillez votre route, on va pas vous blâmer parce que vous n'avez pas donné votre avis. Hein. Au pire, vous exprimez simplement le fait que vous n'avez pas envie d'entrer dans des histoires comme ça. Les gens vont rien vous dire, vont se dire ok, bon bah elle, on pourra pas faire d'histoire avec elle, on va arrêter tout de suite. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Si vous dites non dès le départ, vous n'aurez pas d'histoire et vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de ça tout au long de l'année. Il n'y aura pas de tension entre les gens de votre classe et vous, enfin ce sera beaucoup plus simple, une ambiance de travail beaucoup plus sereine. Mon deuxième conseil qui vient en fait compléter le premier, c'est que si vous ne vous occupez pas de ce genre d'histoire, vous pourrez vous concentrer sur vos cours. Et si vous vous concentrez sur vos cours, vos profs n'auront rien à vous reprocher. C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'histoire, vous aurez autre chose à penser à la récré que de faire des histoires. Vous pourrez discuter tranquillement avec vos copines, relire vos cours, vos machins, si vous avez un DS juste après. Et ça, les profs le savent, le voient. Si vous êtes dans des histoires, la première chose qui va sortir à votre conseil de classe, c'est « Ah bah oui, mais machine, elle fait des petites histoires de gamine, machin, c'est pas possible, elle a pas un bon comportement. » Bim, vous avez pas vos félicitations, vos compliments, vos trucs comme ça. Et je peux vous dire que ça vous fait passer une année pas possible. Je veux dire que moi, quand je stressais, quand je savais que j'étais dans des histoires et que je me disais « Je vais pas avoir ça, je vais pas avoir ça au conseil de classe », ça me stressait, j'étais stressée tout le trimestre. Au final, je m'en suis toujours bien sortie, j'ai toujours eu ce que je voulais. Mais franchement faites attention à ça parce que si vous êtes dans des histoires un petit peu, que vous vous calmez, les profs vont pas vraiment en tenir compte. Mais si vous y restez, c'est un cercle vicieux. Après vous en voulez aux profs, vous leur répondez mal, enfin machin, c'est une horreur. Ne vous mettez pas dans des histoires pareilles. Moins vous êtes dans les histoires, moins vous avez de problèmes avec les profs, moins vous avez de problèmes avec vos camarades, mieux vous travaillez. C'est comme ça. Et mon troisième conseil, et selon moi le plus important, c'est de rester naturel et humble. Si vous arrivez dans un nouveau collège, peu importe votre classe, il y a toujours ce groupe de filles, un petit peu les filles les plus populaires, les filles que tout le monde admire, tout le monde veut le même style qu'elles, machin, sortent avec le plus beau mec du collège, machin, enfin le plus beau. Bref, voilà, c'est apparemment les filles parfaites, tout le monde les envie et tout. Je comprends que ce soit terriblement tentant de vouloir être amie avec ce genre de filles. C'est clair, vous entrez dans les filles les plus populaires, tout ça. Mais si vous avez le même caractère que ces filles-là, si vous avez la même manière de penser et si vous n'êtes pas trop différente d'elles, il n'y a pas de problème, vous pouvez être amie avec elles, là je vois absolument aucun souci là-dessus. Mais si vous avez envie d'être amie avec elles, que vous essayez et que vous voyez que vous êtes trop différentes, c'est absolument pas péjoratif, c'est simplement que voilà, on ne peut pas être amie avec tout le monde, on n'a pas forcément le même caractère que tout le monde, et voilà, on ne peut pas être amie avec tout le monde, tout simplement. Et si vous voyez que vous êtes trop différente de ces filles-là, ne vous forcez pas à changer pour elles, simplement parce que quand on se force à avoir un caractère différent de ce que l'on est au départ pour pouvoir plaire à certaines personnes et obtenir leur amitié, d'une part ces personnes-là vont le voir et si vous changez votre caractère, votre manière de penser, votre manière d'être, vous allez être amie avec des gens qui ne vous correspondent pas et du coup vous allez pas vous sentir forcément à l'aise avec eux simplement parce que vous allez jouer un rôle, vous n'allez pas être vous-même et enfin voilà, c'est pas possible en fait de jouer un rôle tout le long d'une année scolaire puisque vous n'allez pas forcément pouvoir dire ce que vous pensez réellement puisque ces gens ne vont pas penser la même chose. Si vous le dites, ils vont pas être d'accord, du coup vous allez être dans une manière de penser totalement différente. Déjà ça va commencer à plus trop aller. Alors que si vous restez vous-même et que vous êtes amis avec des gens qui vous correspondent, là tout va être nickel, vous n'aurez pas de problème, tout simplement parce que quand vous serez avec vos amis, vous allez rigoler sans vous prendre la tête, vous allez pouvoir dire ce qui vous passe à l'esprit comme ça, sans réfléchir
savoir est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que j'adapte ma réponse, machin, puisque je joue un rôle. Si vous ne jouez pas de rôle, vous allez être amis avec des gens qui vous correspondent, des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes et vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête quand vous serez avec eux. Voilà les filles, c'était donc tous mes conseils pour passer une bonne année de 3ème. Comme je vous l'ai dit, une vidéo sur l'épreuve d'histoire des arts puis une vidéo sur le brevet vont arriver au courant de l'année. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, ne vous inquiétez pas, ça arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné les conseils qui vous serviront pour votre année de 3ème. Ceux du début de la vidéo sur les cours servent à toutes les classes, c'est clair. Et pour le reste, voilà, c'est pour l'année de 3ème. La dernière partie, c'est également pour toutes les classes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Goodbye the show.